Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, a créé des parcs et des jardins dans toute la France et même ailleurs dans le monde. Bonjour Gilles Clément. Bonjour. Soyez le bienvenu. Avant de parler du jardin planétaire et de l'idée que nous sommes tous les jardiniers de ce jardin, je voudrais vous demander des nouvelles de votre vallée, à vous. Ah, Comment va c'est votre jardin? c'est un petit jardin qui porte bien son nom parce qu'il est en Valais, c'est un vallon Oui, avec un tout petit ruisseau en Creuse. qui malheureusement est de plus en plus sec. Hmm. Il Le il va ruisseau? peut-être recommencer à couler un peu parce qu'il a plu, mais c'est récent quoi, mais pas beaucoup et on voit bien que les rythmes ne sont plus du tout les mêmes qu'avant et ça s'écoule vers la Creuse transformée en lac depuis déjà très, très, très longtemps, mais là j'ai pu vérifier hier, que le lac est très, très, très bas. Très bas. Voilà, vous avez créé ce jardin en 1977 Oui, en Creuse et en même temps que vous y avez mis du cœur, de l'ardeur, que vous avez trempé vos mains dans la terre, vous l'avez documenté, ce jardin, vous l'avez observé, vous avez noté les espèces qui disparaissent, qui surgissent, qui apparaissent. oui, alors à l'époque, la question même de la disparition de la diversité, son affaiblissement partout était pas encore, Non. vraiment, d'actualité. On en parlait qu'un tout petit peu lorsque, par exemple, on utilisait des produits toxiques. Mm. C'était quand même déjà clair. Mais ça n'a absolument pas changé, ça s'est même accéléré énormément partout dans le monde. Moi, je suis entouré d'exploitations agricoles qui sont des élevages bovins, même si ce ne sont pas forcément des cultures les plus dévastatrices, il y a des dégâts énormes. On ne trouve plus de coléoptères qui viennent dans les bouses des vaches, hein, Non. parce elles sont traitées, les vaches, hein. Ouais. Et tout est comme ça. Voilà. Donc, on a une perte énorme, hein. Et vous-même, vous avez désappris le jardinage pour réapprendre à jardiner. Et quand vous vous présentez comme un jardinier plutôt que comme un paysagiste, vous dites: «C'est parce que j'accorde une grande importance, justement, au rapport au vivant, Oui, entre le végétal et le vivant, le végétal et l'animal». alors c'est la même chose, tout ça, ce sont des êtres qui échangent, qui ont besoin les uns des autres, et nous en faisons partie. Nous Mmh. dépendons de tout l'écosystème. Nous n'avons pas pris la mesure, ce qui fait que nous ne prenons aucune précaution. Et c'est un petit peu comme si, inconsciemment parfois, mais parfois aussi en le sachant, nous allons vers le suicide. Il faudrait peut-être changer de direction. Ouais. En tout cas, moi, ce que je dis quand je suis, je dis jardinier, et non pas forcément paysagiste, c'est parce que le jardinier peut faire des paysages. Le paysagiste, lui aussi, bien sûr, c'est son métier. Mais le paysagiste peut le faire avec du béton, avec des terrasses, du bois, des tas de trucs, Du enfin bon, métal. métal, enfin tout ce qu'on veut. Le jardinier, lui, travaille avec le vivant. Ouais. C'est normalement ce que le paysagiste devrait faire aussi, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'un jardin, Gilles Clément? Parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus simple, de plus évident et en même temps de plus complexe dans toute votre histoire. Le jardin, c'est un enclos, ça c'est la définition au départ. C'est le terme qui est donné pour pouvoir expliquer l'idée qu'on protège contre la prédation les plantes qu'on estime comme étant les plus précieuses, puisque c'est avec elles qu'on se nourrit. Autrefois, avant le premier jardin, c'était des nomades, il n'y avait que ça. Ils ramassaient, ils cueillaient là où ils passaient, le long de leur chemin. À partir du moment où ils se stabilisent, ils importent. Ils vont là où c'était, ces plantes qu'ils avaient vues, mais ils les plantent chez eux Mmh. et ils les protègent. Donc c'est un enclos. On dit aussi que c'est un paradis, ça c'est pas toujours le cas, mais enfin, c'est quand même pas loin. Et puis cette histoire de clôture, par contre, elle ne concerne qu'un tout petit rapport entre ce qui est à l'intérieur et qui pourrait être désiré par des animaux qui sont des prédateurs classiques, hein. Chez moi, c'est les chevreuils, ils viennent manger l'oseille, là, et puis plein de trucs. Je suis obligé de mettre des petites... Bon, voilà, c'est normal. Mais en réalité, les clôtures n'ont aucune espèce d'efficacité pour plein, 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 plein d'autres choses. Le voyage des graines, Ouais, le vent, il ne connaît pas les frontières. non. Donc de toute façon, tout se déplace. D'où Même- l'idée,
paradoxal du jardin en mouvement? Alors, le jardin en mouvement, c'est euh, la priorité donnée aux divers comportements du monde végétal, quelquefois animal, c'est un écosystème, hein. Et à ce moment-là, quand on observe ça et qu'on respecte cette diversité comportementale, il y en a une parmi toutes ces diversités qui est, tous ces comportements, qui est le déplacement physique. Une plante annuelle, vous la voyez, elle est très belle, vous l'aimez, voilà, mais elle ne sera pas là l'année prochaine. Elle va mourir après avoir fait ses graines. Elle va se ressemer plus loin. Elle voyage Elle voyage à l'intérieur du jardin. à l'intérieur du jardin, quelquefois à l'extérieur aussi, Ouais, et puis il y en a d'autres qui arrivent de l'extérieur. ouais, Ça n'arrête pas. ça n'arrête pas. Et donc le jardin change de forme. Ils ont comme un petit air de vacances à la mer. Mais il ne faut pas se fier à l'esthétique de ces jolis plumeaux blancs. Originaires d'Amérique du Sud, les herbes de la pampa sont venues embellir les jardins. Mais aujourd'hui, on n'arrête plus leur prolifération. Parce que nos plantes locales, ici, il y a les oiseaux, il y a les insectes, il y a les rongeurs qui se nourrissent de ça. Mais avec ces plantes de la pampa, ben, aucun animal ne vient se nourrir de ces plantes-là. Donc c'est grave. Reparaît 20 ans après, Éloge des vagabondes. Il sera en librairie, ce petit livre vert. Je dis petit livre vert parce que c'est un manifeste non pas rouge, Mm, mm. mais vert. Il reparaît la semaine prochaine. Il sera en librairie la semaine prochaine. Je vous invite un peu en avance. Éloge des vagabondes, Gilles Clément, coédition Arion Robert Laffont. Herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde. Petit livre bien plus polémique qu'il n'en a l'air. Oui, Oui, mais j'y peux oui. rien. Je ne fais Ah que, bah c'est- si, ça vous y n'est que, pouvez. ça n'est Bien qu'un sûr que constat. si, vous y pouvez. Je ne fais que raconter des choses qui existent. Racontez-nous d'abord l'herbe de la pampa, le fenouil et autres plantes vagabondes. Toutes les plantes voyagent Mm. depuis toujours. Les chênes que nous avons chez nous, que nous vénérons, euh, bah, ils n'étaient pas là il y a 10 000 ans. 10 000 ans, c'est rien dans l'histoire de la planète. C'est une petite seconde, c'est rien. Ça bouge tout le temps. Voilà, c'était après la fin de la dernière glaciation. On est en plein changement climatique en ce moment. Oui. Des êtres s'en vont dans des endroits où il fait plus froid, ils disparaissent. On voit arriver des plantes de climat plutôt méditerranéen, etc. Et ça a toujours été comme ça. Les plantes voyagent, les humains accélèrent les voyages des plantes et tous ces végétaux s'installent par opportunisme biologique là où il est possible de vivre pour eux. Mhm. Lorsque ça ne l'est pas, on ne les voit pas s'installer. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plantes importées, mais artificiellement maintenues dans les jardins botaniques, par exemple, mais qui ne pourraient pas vivre ailleurs de ce jardin où on les soigne tout le temps, parce qu'elles ne sont pas dans leur capacité de vie pour le biome déterminé. Un biome, c'est un espace de vie dans un climat, sous un climat déterminé. Alors, ce sont peut-être les seules limites. On ne peut dire pas des frontières, mais enfin des sortes de limites de vie. Ouais. Ce sont les limites climatiques. Une plante de climat tropical, elle ira voyager jusqu'à ce qu'elle trouve une autre région où il y a un climat pareil. Mais pour le reste, c'est sans frontières et c'est liberté absolue. Et Complètement, ce qui est oui. intéressant, c'est que là où la plante vagabonde est dite invasive, il y a tout un lexique extrêmement menaçant sur ces plantes vagabondes. On va les citer. Vous dites, mais non. Bien sûr que non, c'est très dangereux. Je ne comprends pas que ceux qui ont fait ce lexique et qui interdisent l'usage de plantes dites non locales Mhm. en soient arrivés à ce discours comme s'ils n'avaient pas du tout compris ce qu'était la vie, qui se transforme, tout se transforme absolument tout le temps. Pas compris ce qu'était l'écologie, qui est un dialogue au sein d'un lieu qui est un biotope déterminé. Donc ça va, il y a un problème. Il y a un problème, mais on entend, voilà arriver une espèce qui envahit le jardin, qui envahit Oui, les espaces publics, qui oui, oui, envahit nos espaces naturels oui. et qui empêche les autres de se développer, qui Alors, prolifèrent. oui, bah oui, voilà, parce qu'elles sont contentes de vivre là. Oui. La disparition des espèces, alors il y a eu des travaux et de recherche là-dessus, hein, n'est absolument pas due à la rencontre d'espèces nouvelles avec celles qui étaient là auparavant.
il y a une diminution de la présence de celles qui étaient là auparavant parce qu'elles sont un peu en combat Mmh. avec celles qui arrivent et qui s'étendent, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la réponse du milieu. Et à ce moment-là, l'extension de la plante, ou des animaux quelquefois qui viennent d'arriver, diminue. C'est ce qu'on appelle un écosystème émergent. Mais les espèces existent toujours. Elles sont toujours là, en beaucoup plus petit nombre, celles qui sont menacées comme ça, mais elles sont là. Un glyphosate, ça tue tout, tout, tout. Les néonicotinoïdes, ça tue tout, pas seulement les pucerons. Tout, absolument tout. Et on ferme les yeux là-dessus. Mais c'est honteux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des lois pour dire vous n'avez pas le droit de mettre cette plante-là, mais on tue tout à côté? C'est quoi ça? Alors vous faites l'éloge de l'herbe de la pampa, vous faites l'éloge de la grande berce du Caucase, Bien c'est sûr. ça? À quoi elle ressemble, la grande berce Ah, du c'est Caucase? une ombellifère magique qui monte jusqu'à 3 mètres de haut, qui fait des inflorescences plates comme ça, avec des fleurs blanches qui attirent les insectes. C'est merveilleux. Et la lantane, elle ressemble à quoi, la lantane? La lantane, elle fait des petits pompons bicolores, très très jolis, un peu odorants. On trouve ça partout dans les climats subtropicaux. On n'en a pas chez nous. Il est 9h19, vous écoutez Gorillaz, Silent Running. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Alors là, on se trouve en haut de l'île d'Herborance. C'est intéressant de voir comment la nature évolue spontanément sur le site. Et si on avance plus loin dans le site, on va voir qu'au sol, il y a une succession, un renouveau du boisement qui se fait, mais à partir essentiellement d'espèces sauvages. Et ce ne sont que des espèces transportées par les oiseaux. L'oiseau mange le fruit, défèque la graine, et c'est comme ça que ces espèces d'arbres et d'arbustes se propagent. Alors là, il y a une fourmilière, ça peut des fois faire jusqu'à 50 cm de haut. Ça, on ne le verra jamais dans aucun autre espace vert. Elles n'arrivent pas, dès qu'elles commencent à construire la moindre petite surélévation, elle est écrasée. Gilles Clément est mon invité. Il est jardinier, il est paysagiste, il a créé des parcs et des jardins un peu partout en France. Là, ce reportage, c'était 10 ans après l'ouverture du parc Henri Matisse à Lille. Et on allait constater ce qui s'était produit dans cette zone où vous aviez laissé la végétalisation se faire délibérément, spontanément. Oui, au départ, c'était pas le projet prévu. Pardon. C'était une sorte de plantation qui devait donner un bois, une forêt, prétendument primaire, mais en fait artificielle, basée sur un mélange issu du brassage planétaire venant de tous les continents nord de la planète. On n'a pas eu l'argent pour le faire, donc on a laissé ouvert, et il y a eu 3 arbres, 4 de plantés, rien du tout, et tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on voit, est venu par le vent, par les oiseaux, peut-être quelques humains aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'était pas planté. Voilà. Et ça fait une forêt. Et ça fait une forêt, c'est Oui. ça qu'il faut Oui, oui. raconter. Ce que je dis aux étudiants, si vous ne faites rien dans le métier que nous faisons nous, Oui. si vous ne faites rien sur un terrain qui est une sorte de friche que vous laissez partir, comme ça, vous faites une forêt. Vous êtes utile à tous. Bon, ça prend un peu de temps. Si vous ne faites rien, vous êtes utile à tous. Alors, justement, C'est une forêt de l'oxygène. Ça fait. dans ces terrains jugés inutiles, jugés délaissés, ces friches industrielles, ces friches militaires, ces friches agricoles, ces dépotoirs, dirait-on. Vous dites, en réalité, ils ont leur utilité. Il faut qu'on change complètement le regard sur ces lieux. Oui. Qui, au lieu d'être vus comme l'abandon d'un pouvoir de l'homme sur son terrain, sont des réserves, ce sont des trésors. Ce sont les seuls lieux où des tas d'espèces menacées partout par ailleurs, chassées, tuées avec toutes sortes de produits et d'outils, peuvent se réfugier. Donc on se rend compte, quand on visite une friche abandonnée depuis quelque temps, à quel point c'est une utilité folle. Et il y a le stade de la friche armée, bien sûr, Oui. avec les jeunes arbres qui poussent au milieu et qui sont précisément protégés par les épines de la prédation de chevreuils ou d'autres animaux. Mais tout ça prouvant que s'il y a une diversité animale et végétale ensemble qui vit très bien. Donc on a un trésor là où on peut imaginer
maintenir cette diversité en respectant cette dynamique. Mais c'est pas toujours bien vu. Non. Et donc, on dit qu'il faut détruire parce qu'il faut faire propre. La propreté n'a aucun sens biologique. Ça ne signifie rien dans les écosystèmes. Ça ne Et veut rien dire. de toute façon, vous dites, on se heurte systématiquement à l'idée que soit un lieu est de nature rurale, soit il est de nature urbaine. Et vous dites, on se heurte bêtement à ce cloisonnement-là. Mais bien sûr, on s'y heurte stupidement. Regardez le dernier confinement, il y a des tas d'animaux qui sont arrivés dans les villes parce qu'il y avait tout à coup un silence agréable et suffisant pour eux pour qu'ils supportent la ville. Et plein d'insectes qu'on voit plus facilement dans les villes aujourd'hui qu'on ne les verrait dans les espaces ruraux parce qu'ils sont tellement traités avec des pesticides qu'il n'y a plus d'abeilles autour. Ils sont dans Paris, par exemple. Il y a le miel béton, vous savez. C'est pas nouveau tout ça. Mais on commence seulement à réaliser ça. On prend du temps. J'ai beaucoup apprécié les bifurqueurs, ceux qui, au sortir des grandes écoles, AgroParisTech et les autres, ont dit on a compris ce que vous nous avez enseigné, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On comprend que ça n'est pas ça qu'on veut faire. Désobéir de façon intelligente. Ça, c'est important aujourd'hui. Et alors, ni bifurqueur, ni laisser aller, je ne fais rien, je laisse pousser une forêt. La maire de Paris, par exemple, installe en ce moment une forêt urbaine, place de Catalogne, au milieu des bâtiments de Ricardo Bofill. Donc c'était le nec plus ultra de l'aménagement urbain quand j'étais gamine, dans le développement de Paris dans les années 80. Aujourd'hui, on veut implanter des forêts en ville. Mais c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il faut essayer de les implanter avec une diversité la plus haute possible dans les strates végétales, qu'on arrête avec les platanes dont les branches sont trop grandes et rentrent dans les maisons, et qu'il faut les tailler, les pauvres, et qu'on choisisse d'autres espèces. Mais c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais ce que je veux dire, c'est que il y a l'idée qu'on va végétaliser les villes et qu'on a besoin en urgence même de revégétaliser les villes. Il y a surtout l'idée, vous qui avez conçu des parcs et des jardins dans de multiples villes, qu'aujourd'hui, on gère ces espaces verts urbains très différemment. Oui, bien Il y sûr. a 30 ans. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui a pris énormément de temps parce que c'est très difficile avec des personnes qui ont en charge l'entretien, de le faire changer de technique. C'est ancré tellement dans leur mental, comme ça, que c'est comme Dans leur apprentissage de mais jardinier. bien sûr, que c'est difficile de leur dire non, ça n'est pas une mauvaise herbe, c'est une herbe et c'est tout. Vous la laissez tranquille. Et ça a été une question dans la ville de Grenoble, par exemple, où, abandonnant tous les pesticides, il y avait des tas de plantes qui poussaient dans les endroits entre les pavés et tous les habitants se plaignaient. Mm. J'avais fait la proposition à ce moment-là d'une école de la reconnaissance de la diversité en ville. Puis finalement, ils l'ont pas fait. Et ce sont les qui étaient simplement destinés à expliquer aux habitants. Voilà ce que c'est. Elle a un nom, cette plante. Elle s'appelle comme ça. Ah, dès qu'ils ont compris, c'est fini. Et en fait, ce sont les jardiniers eux-mêmes, parce que ce sont des vrais médiateurs, là-bas, ils ont une science, qui ont expliqué aux habitants et tout s'est calmé. Ouais. Donc vous l'aurez compris en écoutant Gilles Clément, les mauvaises herbes sont bonnes, les plantes menaçantes sont belles, laissez-les venir à nous et arrêtez de vous replier. Éloge des vagabondes en librairie la semaine prochaine. Merci Gilles Clément. Merci Sonia.